saluer au nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo et de toute la direction du PPACI. Nous sommes là cet après-midi dans le cadre du mouvement Troceto pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce mouvement est désormais opérationnel. Il est opérationnel parce que nous avons travaillé dans le silence. Nous n'avons pas fait trop de bruit. Parce que l'efficacité ne s'accorde pas au bruit. Quand tu veux être efficace, tu travailles en douce. En douce. Et une organisation ne vaut que par son organisation et son occupation du terrain. Nous nous sommes donc organisés pour occuper le terrain. Pour occuper tout le terrain. Au niveau d'Abidjan, mais aussi au niveau de l'intérieur. Et donc, nous avons nos structures maintenant désormais. Mais souffrez que je ne les présente pas. Ça, c'est nous-mêmes qui avons décidé ça. Qu'on ne les présente pas. Mais ils sont là. Je dis, si je suis là, il y en a qui sont là. Donc on est là. On est là, non? Oui. Voilà. Le mouvement Troceto est un mouvement qui est aujourd'hui présent dans la conscience des Ivoiriens. C'est un mouvement qui est présent dans les foyers. C'est un mouvement qui est présent dans les maquis, dans les cabarets, dans le transport, partout. Le mot revient, le slogan revient. Entre deux réflexions, vous entendez Troceto. Entre deux repas, vous entendez Troceto. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. On fait tout. Mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui mérite d'être recadré. Et c'est pourquoi ce mouvement a été créé. C'est un mouvement qui traverse les partis politiques. C'est un mouvement, je le répète, qui n'est pas un mouvement du PPAC. Même s'il est adossé au PPAC, mais ce n'est pas un mouvement du PPAC. Il va au-delà du PPAC. C'est un mouvement citoyen. C'est le mouvement du peuple. Et nous allons continuer d'enraciner ce mouvement citoyen dans le peuple. Nous allons très bientôt donner des numéros verts. Des numéros que tout citoyen pourra appeler. S'il subit une injustice quelque part, s'il subit des travers quelque part, c'est le mouvement pour ne plus que les gens souffrent dans le silence. C'est le mouvement pour ne plus que les gens pleurent seuls. C'est le mouvement pour qu'on soit ensemble pour apporter n'importe quelle difficulté. Il est mieux d'être 2, 3, 4 à apporter une difficulté que d'être seul et isolé. Donc c'est notre mouvement. C'est notre mouvement. Et nous voulons remercier le président qui a eu cette inspiration divine de mettre en place ce mouvement. Il n'est pas limité seulement à la Côte d'Ivoire. Il est aussi limité à la diaspora. Il se poursuit, se décline aussi dans la diaspora. En France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Nous allons, dans la semaine qui suit, donner la liste de tous les responsables de la diaspora. Ils ont déjà commencé à travailler. On a travaillé avec eux, on a arrêté
ces décisions-là, ces responsabilités, nous allons les rendre officiels du public la semaine qui vient. Et puis nous allons boucler la boucle. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour dénoncer. Mais nous sommes là aussi pour proposer. Nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et nous sommes le mouvement Pro-Sector. Nous naissons dans un contexte qui est particulier. Nous naissons dans un contexte préoccupant. Nous naissons dans un contexte d'hostilité, d'austérité. Mais c'est peut-être pour ces problèmes-là et pour ce contexte-là que l'inspiration est venue du président. C'est notre temps. Et c'est le temps de Pro-Sector de prendre toute sa place pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire de liberté, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire où on se respecte, où on respecte l'autre, où on respecte la vie, où on respecte la différence, où on n'écrase pas l'autre parce qu'il n'est pas parole, où on ne renvoie pas l'autre de son travail parce qu'il ne pense pas comme toi. C'est cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Et nous sommes là, nous sommes nés dans ce contexte de combat. Je voudrais, pour rentrer dans le vif du sujet, rendre hommage à des combattants, aux amis, aux camarades de lutte de Nelson Mandela. Je voulais leur rendre hommage. Je voulais solennellement saluer Olivier Tambo, celui que Mandela appelait le grand frère Walter Sissoulou. Je voulais saluer Desmond Tutu. Je voulais saluer Govan Mbeki. Ce sont les camarades de lutte de Nelson Mandela. Ils ont mené toutes les batailles avec lui. J'ai parlé de Walter Sissoulou, qui était le grand frère, celui qui a pris Mandela sous son aile. Mais tous, ils ont partagé l'engagement de Mandela. Ils ont partagé les convictions de Mandela. Et ils ont intégré, ils ont fait corps avec la cause. Je dis bien la cause pour laquelle ils se sont engagés. Et ils ont fait de Mandela le leader de ce combat. Le leader de ce combat. Et quand bien même ils étaient en prison, parce qu'on les a tous arrêtés, quand bien même ils étaient condamnés à perpétuité, ils n'ont pas cessé de faire de Mandela leur leader. Leur leader. Et ils n'étaient pas distraits à ce niveau. Mandela était le patron. Mandela était le porteur du combat. En dessous d'eux, je voulais saluer aussi la jeune génération, ceux qui étaient plus jeunes qu'eux. Je veux parler des Jacob Zuma, des Cyril Ramaphosa, des Thabo Mbeki, qui étaient plus jeunes. Mais les Mandela étaient condamnés à perpétuité. Ils auraient pu dire, on est jeunes. Les Mandela ont vécu un peu. Mais nous, on n'est rien devenu encore. On va chercher notre voie. On va chercher notre voie.
On va se chercher. Comme certaines personnes nous l'ont dit quand on était en exil. Certaines personnes nous ont dit en exil, vous faites pitié, vous n'avez jamais travaillé. Laurent Gbagbo, il a été déjà président. Rentrez pour vous chercher. Et les tapons de qui ne se sont pas dit ça. Mais ils se sont dit, tant que la cause existe, tant que la défense des intérêts de la majorité noire en Afrique du Sud est mise en péril par ce régime ségrégationniste de la bataille, il y a une cause qui se passe. Et nous allons continuer ce combat, quitte à ce que notre avenir, notre destin soit en péril. Donc eux aussi, ils n'ont pas chancelé. Ils n'ont pas chancelé. Mais c'est ça qui a fait que Mandela était très fort. Et quand le pouvoir blanc a voulu engager maintenant les négociations avec les leaders de l'ANC, entre les années 82 jusqu'aux années 90, il n'y avait pas d'autres interlocuteurs. Ils ont tout ramené à Mandela. Même ceux qui étaient en liberté, on ne discute pas. On n'est pas qualifié pour discuter. Celui qui est qualifié pour parler en notre nom et de discuter pour notre cause s'appelle Nelson Mandela. Donc allez le trouver en prison. Vous savez où il est. C'est pour Mandela est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Et ils ont engagé les négociations. Ils sont restés soudés. Le seul bémol, celui que les Blancs ont réussi à instrumentaliser, c'était Mangosuthu Buthelezi, qui a créé le parti Zulu en 1975. Et qui s'est érigé en adversaire de l'ANC. Et qui menait les batailles dans les townships aux amis de guerre civile. Et il a failli fragiliser la lutte. Il a failli faire dérailler le train. Mais heureusement qu'il était sûr. Et Buthelezi, il a fini comme il a fini. On l'a nommé Premier ministre du Bantoustan Zoulou, qui était un territoire qu'ils ont cédé aux Noirs. C'était sa récompense. Et quand la bataille a été abolie et que Mandela a gagné, il reviendrait. On lui a donné un extraordinaire poste de ministre comme récompense. Mais c'est le seul qu'ils ont instrumentalisé pour déstabiliser le combat des Noirs. Mais il n'y est pas parvenu. Parce que la majorité était soudée derrière Mandela. Et même quand Mandela a été sorti de la prison de Robben Island dans les années 88, puisqu'il était malade, on l'avait soigné, donc on l'a sorti de prison, on l'avait mis dans une résidence, et donc coupé des autres camarades en prison. Les négociations ont quand même continué avec lui, mais cette fois-ci, coupé de ses camarades. Il était seul maintenant à prendre les décisions. Et quand les Olivier Tambo ont pris ça, ils ont été un peu inquiétés dans la cellule.
Mais Olivier Tambo a rassuré tous les autres camarades. Faisons confiance à Mandela. Faisons confiance à Mandela. Et ils ont fait confiance à Mandela. Et Mandela, il a mené près de 14 ou 12 à 15 rounds de négociations seul. Et puis, ils sont sortis de prison. Dis tout. Ils sont sortis de prison. Voilà. Mais ils sont sortis de prison et le système de la bataille a été démantelé, a été aboli. Et quand il y a eu les premières élections multiraciales, et tous à l'unanimité, et tous, malgré le fait même qu'ils se faisaient un peu pieux, ils disent Mandela, c'est toi le candidat. Yes. C'est toi le candidat. Parce que quand toi, Mandela, tu es candidat et que tu gagnes, ce n'est pas la même chose que quand Walter Sissoulu est candidat. Ce n'est pas la même chose si Desmond Tutu est candidat. Ce n'est pas la même chose si Olivier Tambo est candidat. Parce que toi, tu es le visage de la lutte contre la bataille. Tu es ce visage. Tu es le symbole de notre combat. Tu es notre leader. Donc c'est toi. Même si tu dois être président pour 2 jours, pour la symbolique, tu es le candidat de l'ANC. C'est ce qui se passe. Un coup magistral. Depuis, ils ont gagné. Ils ont gagné et jusqu'aujourd'hui, ils dirigent l'Afrique. Ils dirigent l'Afrique du Sud. Et ceux qui ont attendu, la jeune garde, chacun d'eux est devenu président. Chacun d'eux est devenu président. Mais parce que ils ne se sont pas affranchis. Ils n'ont pas cherché à mener seul leur voie. Ils n'ont pas pensé à eux seuls. Ils n'ont pas pensé à ce qu'ils allaient devenir. Ils n'ont pas pensé à leur personne, à leur famille, à leurs intérêts. Ils ont pensé à la cause des Noirs, à la cause du peuple. Voilà. Et chacun d'eux, après Mandela, ça fut Thabo Mbeki. Il y a eu cette, oui, des contradictions. Mais Thabo Mbeki est devenu président. Après Thabo Mbeki, Jacob Zuma est devenu président. Aujourd'hui, c'est Cyril Ramaphosa qui est devenu président. Demain, ça sera un autre. Voilà. Quand vous savez pourquoi vous vous battez, quand vous savez d'où vous venez, vous arrivez toujours à destination. Vous arrivez toujours à destination. Mais ici en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on se bat? Pourquoi nous nous battons? Chers amis, c'est pourquoi. Pourquoi? C'est dans quel combat nous sommes? C'est dans quel combat Babo est engagé? Et puis il est comme il est aujourd'hui. Babo n'était pas comme ça. Voilà. Mais pourquoi il a autant de mal aujourd'hui? Et pourquoi il continue de se sacrifier? Pourquoi on se bat? Est-ce que les gens savent les enjeux qui sont en jeu? Et je regrette. Et je salue le courage du président Ouattara. Je salue le courage et la détermination du président Ouattara. Il ne se bat contre les ennemis visibles qui sont en face de lui, qui sont identifiés. Mais eux, c'est normal. Ce sont les adversaires. Mais il combat aussi les ennemis invisibles. Qui prétendent être ses camarades. Et qui sont dissimulés dans les rangs derrière lui. Et qui ne manquent pas d'occasion de lui flanquer le poignet.
Mais parce qu'ils ne savent pas pourquoi on se bat. Ou alors ils n'ont jamais été avec nous dans la réalité. Parce qu'on ne change pas. L'autre humain, quand il naît, il ne change pas. Il ne change pas. Les difficultés ne nous changent pas. Les obstacles ne nous changent pas. Les difficultés, les obstacles nous révèlent tels que nous sommes. Tel qu'on a été créé. Donc ils sont excellés dans les rangs. Et puis ils sèment le trouble dans le combat. Parce qu'ils n'ont jamais partagé l'amour. Ils ne savent même pas où penser. On ne se bat pas pour trouver un président. Ce n'est pas un président qu'on cherche. On cherche un père, un leader pour transformer notre pays. C'est ce qu'on cherche. En droit, ils sont candidats. Ils sont candidats. Et puis tu les regardes. Et puis ils sont candidats. Vous voyez? Pourquoi ils sont candidats? Ils ne savent pas. Mais tout cela, ce sont les amuseurs de la Galilée. Et donc, 60 candidats, dont Laurent Gbagbo. C'est leur candidat. C'est leur candidat. C'est notre candidat et c'est le candidat de la cause pour la souveraineté. C'est le combat pour la liberté. C'est lui qui les garde. Et c'est lui qui est le visage de ce combat. Et c'est pourquoi c'est leur candidat. Il répond à tous les critères. Il répond à tous les critères. C'est pourquoi, chers amis, je profite de ces instants pour vous lancer un appel solennel. Nous qui sommes là, nous sommes les plus nombreux. Cette salle-là ne peut pas nous contenir. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont sur la route. Il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est par vous l'oreille de notre. Il y a longtemps qu'on a voulu le disqualifier du jeu. Il y a longtemps on a voulu le disqualifier. Mais il est là. Et il résiste. Il résiste. Donc, je vous appelle à un réengagement. À un réengagement ferme, intègre, irréductible, irréversible. Un réengagement incorruptible. Parce que nous avons besoin de hommes et de femmes qui présentent ces valeurs dans le combat que nous avons. Et dans ce combat, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Nous autres, nous sommes au-delà de la mort. Moi, je suis au-delà de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, je suis au-delà de la mort.
ceux qui planifient nos morts. Je suis au-delà d'eux. Nous sommes au-delà d'eux. Et nous sommes plus forts. Mais nous ne voulons pas. Je le déclare et je le décrète. Nous ne voulons pas. Et personne ne nous tuera. Amen. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de nous tuer. Personne. Parce que mon semblable n'est pas maître de ma vie. Et on ne fait pas la politique pour être assassiné. On ne fait pas la politique pour tuer l'autre. C'est pourquoi je demande votre réengagement dans cette lutte pour la souveraineté. Où Laurent Gbagbo est le visage vivant, le symbole, la vision. C'est lui qui incarne ce combat. Et de nous tous, je le sais de le dire, Laurent Gbagbo est celui qui présente les plus grands atouts pour notre victoire. Et quand tu le dis, les gens croient que tu fais de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de la réalité. De nous tous, celui qui présente les plus grands atouts pour gagner ce combat s'appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est justement parce que c'est lui que personne de ses adversaires ne veut de lui. Pourquoi tous refusent que Gbagbo aille aux élections? Tous autant qu'ils sont. S'ils sont unanimes, si quelqu'un qui ne va pas aller aux élections, c'est Laurent Gbagbo. C'est parce qu'ils savent que c'est lui qui peut gagner les élections. C'est lui seul. Donc, autant de fois qu'il va rejeter sa candidature, autant de fois nous allons supporter et porter sa candidature. Autant de fois. Et nous le disons. C'est que les hommes comme les Gbagbo, c'est des hommes exceptionnels. Qu'on ne rencontre pas tout le monde, tout le temps. Voilà. Je touche du bois. Si quelque chose de dramatique était arrivé en 2011, si Gbagbo était porté disparu, où en serions-nous aujourd'hui? Je touche du bois et je dis, si Gbagbo n'était plus depuis 2000, où en serons-nous aujourd'hui? Mais pour vous donner une idée, quand ils ont assassiné Thomas Sankara en 1987, quelle est devenue la révolution burkinabé? Quand on a assassiné Thomas Sankara en 1987, qu'est-ce qui en est devenu de la révolution burkinabé? Elle est morte. Elle était dans l'impasse. Elle était dans l'impasse. Et il a fallu attendre 35 ans. 35 ans. 35 ans. Pour que le Burkina retrouve un Sankara réincarné. Un Sankara réincarné. Et comme Dieu, c'est le Dieu de la symétrie. Celui qui a pris ce pouvoir il y a 3 ans aujourd'hui, en 2022, était un capitaine comme Thomas Sankara. Celui qui a pris le pouvoir, il avait 34 ans à l'époque, comme Thomas Sankara. Et celui qui dirige le Burkina aujourd'hui, il est en train de conduire le Burkina sur les voies que Thomas Sankara a. Les gens comme les Laurent Gbagbo, comme les Thomas Sankara, sont des personnes exceptionnelles qu'on ne rencontre pas comme ça n'importe quand. Et quand on a la chance de les avoir, on doit les chérir, on doit les cajoler. On n'a pas dit que Gbagbo était Dieu.
parce que Gbagbo porte quelque chose en lui. Gbagbo porte quelque chose en lui auquel nous tous ici nous sommes liés. Nous sommes liés parce que Gbagbo porte. C'est pourquoi on va faire en sorte que Gbagbo ne tombe pas. Parce que ce qu'il a en lui est vital pour nous, est vital pour la communauté. C'est pourquoi on doit faire attention à tout ce qui touche à Gbagbo. C'est ça. Et donc, c'est ce Gbagbo-là qui est candidat aux élections. La constitution ivoirienne, la norme suprême de notre pays, je dis que la norme suprême, on n'a qu'à bien s'écouter. La constitution de la République de Côte d'Ivoire ne pose aucun obstacle légal, politique, et je ne sais pas quoi à la candidature de Gbagbo. On a dressé des barrières artificielles sur la voie qui mène à la présidence pour Gbagbo. Mais ce sont des barrières artificielles, émanant de l'imaginaire de l'homme, émanant de la volonté de l'homme. Donc, nous allons enlever ces barrières une à une. Voilà. Mais, ce que la Constitution, ce que la Constitution dit, est tellement vrai, est tellement pur, est tellement incontestable, que la communauté internationale a suivi la Constitution ivoirienne. Les Nations Unies, à travers la Commission des droits de l'homme, a fait une recommandation ferme à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'arranger. De s'arranger afin de Gbagbo candidat aux élections de 2025. Voilà. Elle a demandé à la République de Côte d'Ivoire que ce ne serait pas acceptable que Gbagbo ne soit pas candidat. Ce ne serait pas acceptable que Tidiane ne soit pas candidat. Tout ce qui a été inscrit, ce ne serait pas acceptable qu'il ne soit pas candidat. Il faut vous arranger. Maintenant, la façon dont vous allez vous arranger dépend de vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est que sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2025, il faut que Gbagbo nous lance aussi cette ligne. Il faut que Tidiane puisse cette ligne. Donc, arrangez-vous. On nous avait dit ça. On nous avait dit ça en 2007, à Pretoria. On n'a qu'à s'arranger pour que Ouattara soit candidat. Et le président Gbagbo lui-même, il a donc utilisé l'article 48. Il s'est arrangé. Voilà. Il s'est arrangé. Donc en Côte d'Ivoire ici, on peut s'arranger. Tous les arrangements sont possibles. Tous les arrangements sont possibles. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger. Parce que c'est à eux de s'arranger pour que Gbagbo soit candidat. Et nous voulons que cela se fasse. Et nous invitons, c'est pourquoi on invite les autorités au dialogue. Pour qu'ensemble, on trouve un arrangement pour que les élections soient des élections inclusives. Pour que les élections soient des élections inclusives. Il ne faut pas y avoir peur. Il ne faut pas y avoir peur. Il faut que ces élections-là soient des élections inclusives. Pour que les Ivoiriens eux-mêmes
choisir leur candidat. Et puis, ça va se passer calmement, normalement. Aussi simplement que possible. Il ne faut pas que les gens aient en idée un passage en force. Il ne faut pas que les gens aient en idée de brigander ces élections. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays. Et il s'agit de l'élection présidentielle. Il s'agit donc de la vie des gens. Donc, nous tous nous sommes intéressés. La question électorale ne dépend pas d'un seul parti. Fut-il le parti au pouvoir? Ça ne s'est jamais vu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des hautes personnalités du parti au pouvoir, qui pensent que tout va se résoudre par la force ou bien par la violence. Ils poussent même leur président. Parce que pour eux, ils ont la force, ils ont la puissance publique. Et si l'opposition manifeste, ils vont écraser l'opposition. Et puis ils vont aller. N'allons pas dans ce sens. Parce que ce n'est pas bon. En 2020, les choses se sont passées, ce n'était pas bon. On peut éviter. On peut éviter. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne va pas accepter de subir notre justice. Ça, c'est ça qui est vrai. Et face à l'injustice, nous allons nous dresser. Tranquille. Nous allons nous dresser face à l'injustice. Et on sait le faire pacifiquement, dans la non-violence, dans l'ordre, dans la discipline, au regard des moyens constitutionnels. Nous allons nous dresser. Ils nous ont pas cru capables d'organiser pour sur coup 2 grandes manifestations. Mais nous avons le secret de ça. Nous avons le secret de ça. Et nous allons nous opposer pacifiquement. Mais vous voyez, ce genre de régime n'aime pas les manifestations pacifiques. Ils ont peur. N'aiment pas les manifestations pacifiques. Mais nous allons leur opposer les manifestations pacifiques. Et nous allons bien organiser ça. Et nous allons bien doser ça. Parce qu'on est là. On est là. Les élections, c'est le 25 octobre 2025. Et il n'y a pas que c'est proche, mais c'est loin. 2025. Les indépendants, c'est proche, mais c'est loin aussi. Donc, nous, on a déjà organisé 2 manifestations où aucune vitre n'a été cassée. Rien. Coup sur coup, en moins d'une semaine. Donc, nous les mêmes, on est encore là. On est encore là. Et on est en train de nous organiser pour faire plus que ce que vous avez vu. Tout bien. Pour faire plus que ce que vous avez vu. Au cas où vous ne pouvez pas respecter la loi. Mais nous, on pense qu'on doit respecter. Et on pense qu'on peut s'en. Moi, je crois ça. Moi, je crois qu'on va s'entendre. Moi, j'ai foi qu'on va s'entendre. J'ai foi aussi. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Parce que tout finit par finir. Tout finit par finir. Tout laisse. Donc,
qu'ils aient peur. Et personne ne leur voudra du mal. Par contre, il n'est pas comme vous. Et par contre, il ne va pas utiliser le pouvoir comme vous l'avez utilisé. Par contre, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Et il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, laissez la compétition s'organiser. On a envie de parler maintenant. C'est le temps du débat. Vous dites que vous avez les meilleurs bilans. Vous avez gagné la quasi-totalité des communes, la quasi-totalité des conseils régionaux, la quasi-totalité des députés. Vous êtes forts. Vous avez mobilisé 1 million de personnes dans vos congrès à EPP. Vous êtes le parti majoritaire. Affrontez les minorités. Affrontez. Et puis on va faire le débat. Votre bilan est inattaquable, irréprochable. Le meilleur bilan qu'un président n'a jamais eu. Vous êtes forts sur tous les plans. Mais nous, on est préparés pour nous donner la contradiction. On veut, comme on a déjà dirigé, on veut faire bilan contre bilan, projet contre projet. Et on est prêt pour ça. On est prêt pour ça. On a déjà décortiqué votre bilan sur le plan de l'éducation. La compétitivité de nos universités, de notre système éducatif. Si vous avez ouvert ce débat, vous allez fuir avant que ça ne commence. Voilà. Ce que vous appelez, on a construit les lycées, les collèges de possibilités. On va vous dire tout ça vient. Ça ne vient pas de tout. Sur le train de vie de l'État, on vous attend aussi pour parler avec vous. On est prêt pour parler. Mais votre bilan sur le train de vie de l'État, sur la gouvernance économique et financière, vous avez un bilan inattaquable. Venez, on va discuter. Parce qu'on a préparé des choses. Et la Côte d'Ivoire a besoin de savoir la contradiction. Parce que c'est de la contradiction qui est la vérité. Et permettez-nous d'ouvrir le débat avec vous. Sur le système de la santé, là c'est grave. Vous dites qu'il y a... C'est quoi on appelle les appels? On ne copie pas les ambulances. On est prêt pour ça. On est prêt. Sur la filière café cacao, la filière agriculture, la NACAR, tout ça on est prêt pour vous. C'est pourquoi on veut que vous ouvrez le débat. Ouvrez la compétition. Et puis on va vous dire comment est arrivé le PPTE. Parce que et puis c'est le PPTE qui a conçu toutes les routes dont vous préparez. On va vous dire où c'est quitté. Vous n'avez pas mérite sur les ponts, sur les autoroutes. Mais il faut le débat. On est prêt pour discuter avec vous. On est prêt. Sur le foncier, on vous attend aussi. Mais surtout sur la construction d'une nation. Sur la construction d'une nation. D'une république de l'éthique et des valeurs. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat. Pour que les Ivoiriens parlent. Vous allez parler, on va parler. Et puis les Ivoiriens vont choisir. C'est ça qu'est la démocratie. C'est ça qu'est la démocratie. Et c'est là qu'on vous attend. Laissez les baïonnettes de côté. Laissez la police de côté. Laissez la gendarmerie de côté. Laissez l'armée de côté. Laissez la justice de côté. La justice n'a rien à voir. Et puis, on demande au procureur aussi de nous libérer. Monsieur le procureur, il faut nous libérer. On
été mis en prison à Abidjan. Oh, c'est le temps d'aller vers la population pour parler. Vous avez dit que l'enquête là, sur les bus, ce qui s'est passé avec vous, vous l'avez bouclé. L'enquête a été clôturée, classée. Maintenant, nous, pourquoi il y a ces restrictions qui nous habitent? Monsieur le procureur, libérez-nous. On va aller vers la population pour parler du programme du président Laurent Gbagbo, de la démocratie, de la lutte, de la politique. Parce que nous voulons convaincre les Ivoiriens pour reconquérir le pouvoir d'État, pour bâtir une nation fraternelle, libre, souveraine et démocratique. Le président Laurent Gbagbo compte sur nous. Le président Laurent Gbagbo compte sur nous. Son dossier est prêt. On a déposé. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés. Des dossiers. Si on pouvait ouvrir une petite commission d'enquête sur les parrainages, peut-être qu'il a laissé 10 dossiers. Sur les parrainages, si on ouvrait une petite commission, il a laissé 10 dossiers, ou 5 dossiers. Parce que les parrainages, nous, PPAC, on est une machine électorale. Nous, on est une machine. Et on couvre tout le territoire. Et dans les parrainages, il y a des partis que l'on n'a pas vu sur le terrain. Il y a des gens que l'on n'a pas vu sur le terrain. On ne les a pas vus. Alors que, lorsqu'on faisait les papiers pour la révision de la liste électorale, on a vu des partis sur le terrain. Parce que c'est le même terrain que nous sommes pratiques. Il y a des regards là, et ils ont eu parrainage à Pama. Ils ont eu le parrainage. Mais tout ça c'est l'argent. Tout ça c'est l'argent. Donc chers amis, le mouvement Trop c'est trop est désormais là. Il est une réalité du vote. Et ils vont occuper toute sa place. Merci beaucoup. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans la discipline, dans la sagesse, dans l'ordre, dans la non-violence, mais dans la fermeté, dans la détermination. Car en 2027, Laurent Gbagbo est au pouvoir. Je vous remercie.